Coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Tout de suite, les titres de cette édition. 3 nouveaux donateurs apportent leur soutien au gouvernement béninois dans la riposte contre le coronavirus. Le point de la cérémonie de remise de dons, ce sera avec Jean-Claude James et Jules Akouaï. Vous le savez certainement, les examens de fin d'année sont programmés pour le mois de juillet, un temps relativement court pour les élèves pour bien se préparer. Alors, quelles stratégies doivent-ils adopter? Quelques astuces à découvrir dans ce journal. Puis en fin d'édition, nous ferons le point de l'actualité à travers le monde avec Jérôme Hongboff. Il nous emmènera en France et en Inde. Le ministre de la Santé a encore reçu des dons au profit du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Institutions de la République, club service et une délégation de l'ONG Jeunesse Excellente du Bénin sont allés remettre leurs dons aux autorités ce mercredi. On regarde. Au cours de cette cérémonie de remise de dons, 3 donateurs ont fait parler leur cœur et séparent un lot de matériel que les membres de Rotary Club ont répondu à l'appel du gouvernement. La délégation de l'ONG Jeunesse Excellente du Bénin est allée dans le même sens. Nous sommes passés donner quelques désinfectants et détergents pour pouvoir appuyer le gouvernement dans ses multiples efforts pour la lutte contre le coronavirus. Que le Seigneur bénisse le gouvernement, bénisse tout le Bénin, afin que ce mal puisse être totalement enrayé de notre pays. Au travers d'une dotation spéciale de plus de 30 000 $ américains, soit l'équivalent de 18 374 300 francs, nous répondons à l'appel. Monsieur le secrétaire général, veuillez bien accepter notre don. Ce don constitué de matériel, de produits d'hygiène et de protection. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre geste de générosité. Vous remercier pour votre geste de solidarité, votre geste d'humanisme. À la suite de ces bonnes volontés, l'Assemblée nationale a inscrit également son nom sur la liste des donateurs avec un appui financier de 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes là, au nom de l'Assemblée nationale et des 83 députés de la 8e législature. Monsieur le ministre, nous tenons à vous féliciter et aussi dire nos mots d'encouragement à l'égard du gouvernement et particulièrement à son chef, le président Patrice Talon. Je voudrais, en ce sens, au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, au nom du gouvernement et de ce peuple que vous représentez si bien, vous dire merci. Merci pour ce geste, qui est un geste à point pour accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. La lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin a jusqu'à présent porté de fruits, mais il n'est pas question de baisser la garde.
Les mesures barrières sont toujours d'actualité et elles commencent par le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ainsi que le port obligatoire de masques. Elles sont fermées en raison de la pandémie du Covid-19, mais plus pour longtemps. Les écoles rouvrent leurs portes lundi prochain. Les examens de fin d'année sont quant à eux programmés pour le début du mois de juillet, disais-je. Et face au temps relativement court, les acteurs de l'école préconisent quelques stratégies éducatives pour bien préparer ces examens. Ils sont ici au micro de Ghislaine Adimi. Il y a un défi à relever pour qu'il y ait une remobilisation des apprenants en situation de classe. C'est faire en sorte que les enseignants ne puissent pas transmettre de l'angoisse aux apprenants. C'est restaurer aussi la santé mentale nécessaire à l'apprentissage. Il est important que pour le laps de temps qui reste, que ces enseignants travaillent à centrer l'apprentissage sur les contenus notionnels, surtout, puisque la majorité de ce qui a été déjà exécuté l'a été en prenant en compte aussi bien les apprentissages procéduraux que les apprentissages sur les contenus notionnels. Une chose importante aussi, c'est que les enseignants doivent travailler à faire des évaluations formatives, formelles ou informelles, pour que les produits qui sortiront dans les différentes écoles puissent être de qualité malgré la crise qui est traversée. Les parents doivent beaucoup intervenir dans ces conditions spéciales de la pandémie du Covid-19. Ils doivent prendre les dispositions pour que les élèves, c'est-à-dire rassurer les apprenants, leurs enfants, pour qu'ils puissent adopter les gestes barrières partout où ils seront. À la maison, une fois venus à la maison, les parents doivent s'assurer que les leçons ont été apprises. Est-ce que les exercices sont faits? Ils doivent le faire et accompagner réellement les apprenants. Pas en criant sur eux, mais en les accompagnant, en discutant avec eux de ce qu'ils ont déjà fait, de ce qui reste à faire. Ils doivent être rassurés qu'en apprenant leurs leçons, qu'en faisant rigoureusement les exercices, on pourra alors colmater les brèches. Ceux qui vont aux divers examens pourront passer ces examens dans de très bonnes conditions. Ceux qui sont en classe intermédiaire, ils pourront passer en classe supérieure s'ils s'y mettent au travail. L'autonomie politique et celle financière des communes sont consacrées par des textes de loi, mais dans la pratique sont-elles effectives? Ghislain Poguet et Jules Akouaïkou ont échangé sur la question avec un expert en gouvernance locale. Ceux qui aspirent à diriger les collectivités locales ne sont pas toujours ceux qui en étaient prédestinés. Qu'ils vous souviennent, au moment où nous avions les sous-préfectures et les circonscriptions administratives, urbaines, pour être sous-préfet ou chef-sire, il faut être administrateur civil. Aujourd'hui, vous pouvez être maire sans avoir le CEP, parce que la loi dit qu'il faut savoir lire et écrire simplement. Et on a connu des exemples. Du coup, il y a des maires qui sont élus, mais qui ne savent pas ce pourquoi ils sont élus. Beaucoup de maires sont performants dans la presse, mais quand vous interrogez la population, elle vous dira qu'ils ne font rien, qu'il n'y a pas de résultat. Nous allons de plus en plus dans une démocratie d'élite qui ne descend pas à la base. Le rôle essentiel qui est celui de la commune dans une république, c'est d'assurer le développement local. Si nous rêvons d'un développement au plan national, nous devons d'abord rêver d'un développement au plan local. Les compétences qui sont conférées aux collectivités locales sont connues. Mais si elles ne sont pas exercées, l'État a le pouvoir de substitution au terme de la loi. Lorsque la collectivité locale ne fait pas, l'État peut faire à sa place. Et c'est ce qu'on a constaté ces derniers temps. Pour améliorer le système de décentralisation de façon générale, c'est que nous puissions nous asseoir, les différents acteurs, pour corriger un peu, améliorer les tests. Là où il y a d'incohérences, pour pouvoir améliorer et pour que chacun puisse situer sa responsabilité.
Une place de choix est désormais accordée à la formation technique et professionnelle dans le programme d'action du gouvernement. Une nouvelle stratégie a donc été élaborée sur la période 2020-2025. Celle-ci vise fondamentalement une meilleure professionnalisation. Reportage. Mes félicitations pour le choix qui a été porté sur chacun de vous. Adapter le système d'enseignement aux besoins du pays et notamment aux besoins des entreprises. C'est l'une des grandes ambitions de l'État béninois. Sa réalisation devrait passer par ces commissions techniques qui viennent de s'activer. Cette ambition s'inscrit parfaitement dans les orientations de la stratégie nationale de l'EFTP, fortement arrimée aux options stratégiques du plan national de développement et du programme d'action du gouvernement qui ont ciblé un certain nombre de secteurs économiques pour porter la croissance économique escomptée d'ici 2025. Pour atteindre cette noble vision, un accent particulier a été mis sur l'indispensable collaboration entre les acteurs du secteur public et ceux du secteur privé. C'est peut-être la fin d'un long processus, mais c'est surtout le début d'un nouveau chemin, celui de la performance. Ce que nous attendions, ce que nous espérions depuis des années est en train de se concrétiser. J'ai été particulièrement heureux d'entendre dans la bouche d'un de nos plus hauts responsables de dire que nous sommes à peu près orientés 90% vers des formations intelligibles ou intellectuelles et que l'ambition c'est de retourner cette tendance vers des formations métiers. Toutes les compétences que porte chacun des membres de ces commissions sont très attendues pour être mises au service aussi bien de la nation que du monde. Plaisir des personnes âgées, passe-temps des chômeurs, autant d'idées reçues sur l'Awalé ou Wadi, un jeu aussi vieux que l'Égypte antique. Et pourtant, sous ces airs de jeu de société, quelque peu dépassés, l'Awalé cache des fonctions socialisantes insoupçonnées. Nicanor Kovi et Francis Faton ont mené l'enquête, précisons-le, avant que sa pratique dans les espaces publics se fasse rare pour cause de coronavirus. De la racine aux feuilles, la sève coule et ne s'arrête jamais. Si nous sommes ici, c'est parce que les choses-là de jeu que nos aïeux ont adoptées nous suivent jusqu'à présent. La force d'un héritage séculaire ainsi exprimé. Mais sous l'abrapalabre, ce n'est pas qu'une tradition que ces joueurs d'Awalé viennent perpétuer. Ils viennent se retrouver en famille avant tout. C'est une occasion de faire beaucoup de blagues. Ça vous permet de chasser le stress après une journée de dur labeur. Nous sommes en famille ici, nous sommes de différentes familles, mais quand on se retrouve ici, c'est tout comme si nous sommes dans la même famille. Famille d'adoption au foyer de substitution. Le cercle des clubs d'Awalé ressemble assez étrangement à Facebook, Snapchat ou Instagram. Comme sur les réseaux sociaux, on y vient pour partager. Et lorsque vous venez ici, vous n'avez pas de job, vous venez ici. On sait que vous êtes menuisier. Dès que quelqu'un a un problème de menuiserie, il peut vous appeler, vous confier. Si vous êtes électricien, dès que quelqu'un a besoin d'un électricien, il peut vous appeler. Ça va jusqu'à ce que les gens trouvent des jobs dans les sociétés aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un jeu qui permet de se solidariser, en quelque sorte. De l'Égypte antique pour le 21e siècle, un si long voyage pour l'Awalé. Et pourtant, sa popularité en Afrique n'a pas pris une ride tout ce temps. Pour comprendre la force de cette jeunesse éternelle, nous nous en remettons à un sociologue. Le jeu, quelque part, rapproche. Le jeu, quelque part, constitue une sorte de ciment et de canal de partage entre parties ou entre joueurs de camp et d'autres. La réflexion, la stratégie, la capacité à s'organiser pour atomiser l'autre ou pour le déstabiliser. Donc, il y a le développement de quelques qualités et surtout des valeurs sociales dont on a besoin pour avoir une société pacifique et stabilisée. Le jeu comme ciment social, mais ne vous y méprenez pas. À l'Awalé, l'on vient se frotter aux autres dans un jeu où il fait bon de savoir compter et capturer. Ce n'est pas un jeu de hasard,
Ce n'est pas un jeu de destinée, ce n'est pas un jeu de malice, mais c'est un jeu de calcul, si vous voulez, de mathématiques, qui consiste à compter, à capturer. Une coupelle, 12 trous et 48 graines pour une infinité de combinaisons. Des combinaisons qui tissent des liens entre les hommes, comme seul en a le secret le destin. Ainsi va la vie de Lawalé, social rassembleur au royaume des jeux. Interactualité pour finir, 5 morts et au moins 1000 personnes se retrouvent hospitalisées suite à une fuite de gaz dans une usine en Inde. Pendant ce temps, la France se prépare activement pour son déconfinement alors que l'OMS, elle, appelle à investir davantage dans la santé pour préparer les éventuelles futures pandémies. Au moins 5 personnes ont péri et plus d'1 millier ont été hospitalisées à la suite d'une fuite de gaz dans une usine chimique du sud-est de l'Inde, ont annoncé jeudi la police et une source officielle. Abandonné sur les lieux à cause du confinement, le gaz a eu une réaction chimique. La chaleur est apparue dans les réservoirs, d'où la fuite occasionnant ces dégâts. L'Inde est actuellement confinée depuis fin mars pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui malheureusement vient de lui arracher des bras valides. Pendant ce temps, à l'aéroport de Dubaï, des ressortissants indiens au comptoir d'enregistrement veulent rentrer chez eux. C'est dans le cadre d'une opération de rapatriement des centaines de milliers d'Indiens bloqués à l'étranger. À Paris, à 4 jours de déconfinement, la circulation reprend. Le gouvernement s'apprête à dévoiler les derniers détails de la remise en marche progressive du pays, quasiment à l'arrêt depuis bientôt 2 mois. À Bordeaux, désinfectés, les tramways sont prêts pour le déconfinement avec une observance stricte des règles à bord. Il y a deux règles absolues. Le port du masque qui est obligatoire, c'est une décision nationale et qui est indiscutable. Ensuite, de garder les distances. Il y aura certaines stations, des croix au sol tous les mètres pour pouvoir le faire. Et à l'intérieur des rames, on essaie de garder une distance. Donc il y a des informations qui sont données à l'intérieur. Un siège sur 2 est condamné. Des kits sanitaires gratuits sont par ailleurs offerts aux commerçants par la Chambre d'industrie et de commerce, contenant des masques, du gel hydroalcoolique et des bandes de marquage au sol. L'Europe est à ce jour à plus de 150 000 morts du coronavirus et l'Organisation mondiale de la santé appelle à investir dans la santé pour préparer les futures pandémies. Alors que nous répondons actuellement à cette pandémie, nous devons travailler plus encore pour préparer la prochaine. Nous devons poser les fondations pour des systèmes de santé résistants, ce qui a été laissé de côté pendant longtemps. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro déclare que 4 nouveaux terroristes ont été capturés après l'arrestation de 17 personnes qui auraient tenté d'envahir le pays, mais qui ont été interceptées tôt ce dimanche au large des côtes à environ 40 minutes de Caracas. Je vous informe que 4 nouveaux terroristes viennent d'être capturés. 4 nouveaux terroristes entre 3h du matin et 12h30. Ainsi, l'opération Negro Primero Aplastamiento del Enemigo continue. Pour Nicolás Maduro, il ne fait l'ombre d'aucun doute que Donald Trump a dirigé directement cette invasion tuée dans l'œuf dimanche sur la côte caribéenne. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.